Écoutez, c'est difficile en 2 minutes hein, de contester autant de mensonges. Moi, j'ai une seule question. Donc, vous dites il n'y a pas un problème sur les dépenses. Bon, écoutez, la loi de fin de gestion 2023, on est tout à pu 1700 milliards. Loin de fin de gestion fin 2024, on est à 1767. Donc, il y a 67 milliards de dépenses supplémentaires. Michel Barnier a dépensé 60 milliards. Alors, Monsieur Tanguy, vous n'avez pas dû écouter l'intégralité de mon intervention. 1, je parlais de 2024 et 2, je parlais du solde budgétaire de l'État et des dépenses de l'État. Il me semble que les chiffres que vous communiquez ne sont pas ceux-là. Je vous ai indiqué les chiffres s'agissant des dépenses de l'État. Je vous les redonne. Et vous n'avez peut-être pas vu. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Vous me posez une question sur ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, le déficit de l'État est passé de 173 milliards en 2023 à 156 milliards en 2024. Ça fait moins 10%, moins 13 milliards. Vous m'interrogez sur les propos que j'ai tenus ces propos-là. Je ne vous ai pas interrogé sur vos propos ou ce que vous voulez en dire. Vous avez interrogé sur la réalité des dépenses publiques. Vous êtes Premier ministre de la France, vous n'êtes pas Premier ministre du secteur qui vous intéresse. Donc, on a des dépenses publiques entre 2 lois de fin de gestion, toutes confondues, à moins que vous soyez partiellement Premier ministre, qui déraillent de 67 milliards. Donc, si ce n'est pas vous, c'est qui? Je vous remercie, Monsieur Tanguy, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Donc, vous dites effectivement, sur les dépenses de l'État, ça a baissé. Par contre, ça a augmenté pour l'ensemble de la dépense publique. Il y a quoi, Monsieur Tanguy, dans le reste de la dépense publique? Il y a le modèle social, les dépenses sociales, et les dépenses des collectivités locales. Donc vous considérez qu'en fait, ça a trop dérapé les dépenses sur les retraites en 2024 et qu'il aura fallu dépenser moins pour les retraites, mais en même temps, vous défendez le retour de la retraite à 62 ans qui entraînerait davantage de dépenses. Ou alors vous dites que ça a trop dérapé sur les collectivités locales, alors que vous passez votre temps avec votre groupe à expliquer aux collectivités locales que vous les défendez, etc., que les autres sont les vilains grands méchants. Eh bien, la réalité, c'est que oui, la dépense publique dans son ensemble a augmenté. Pour ce qui est de la dépense de l'État, des ministères, et encore une fois, je le redis, je l'assume, la dépense s'est réduite en 2024 par rapport à 2023, ce n'était pas arrivé depuis 10 ans. Ensuite, effectivement, nos dépenses sociales ont augmenté. Et nos dépenses de... Donc, vous reconnaissez qu'en tant que Premier ministre de la France, vous n'avez pas donc autorité sur toutes les dépenses. À part, une fois de plus, dire que c'est la faute de l'opposition, mais ça, il n'y a pas de problème. Il y a plein de débats publics, il y a plein de chaînes de télé, plein de chaînes de radio. Moi, je suis à votre disposition. Mais là, je vous demande pourquoi, en tant que responsable Premier ministre, vous dites que vous avez contrôlé les dépenses de la France, sauf si vous êtes une fois de plus Premier ministre de l'hôtel de Matignon et du Chenil, ou si vous êtes seulement responsable d'une toute petite partie de ces dépenses. Bah oui, son pauvre chien qui a failli être transformé en ragoût par Madame Dati, un élément important à dire sous serment aujourd'hui. Monsieur Tanguy, je note que vous me dites on n'est pas dans un débat, mais que vous m'interpellez, vous avez totalement raison de le faire. Je pense que vous êtes un peu chafouin de la réponse que je vous ai faite, parce que la réalité, c'est que vous êtes incapable de répondre à ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que vous déplorez une augmentation de la dépense publique, mais vous êtes incapable, puisque j'allais dire un terme qu'on ne dit pas en audition, vous êtes incapable de dire quelle progression des dépenses sur la sphère sociale ou de collectivité locale vous regrettez dans ce qui explique cette progression de la dépense publique. Donc oui, moi je vous le dis, effectivement, la dépense publique, d'une manière générale, a augmenté. Simplement, et vous n'avez pas remis en cause cette affirmation que j'ai eue, la dépense de l'État, et ce n'était pas arrivé depuis 10 ans, a baissé en 2024 par rapport à 2023. Monsieur Attal, je crois que vous n'acceptez pas l'exercice. Alors, je vais vous laisser mon numéro de téléphone pour faire un débat dans les médias. Il n'y a pas de difficulté. Je passe à une puisque vous n'avez pas répondu, donc vous ne tenez pas compte du fait que l'entièreté des dépenses est complètement dérapée, dont acte. Hein, voilà, je pense que tout le monde jugera. Vous voyez, sur les variations, dites, ah oui, vraiment, les variations avec les pays étrangers, c'est pas bien de ne pas en avoir tenu compte. Alors, vous avez donné vous-même les chiffres. Alors, moi, ça m'inquiète vraiment sur, effectivement, votre capacité à compter, puisque vous voulez qu'on se parle comme ça. Donc, vous dites, oui, alors en France, les prévisions ont dérapé de 5,5, en Allemagne, 4%. Bon, la différence entre les deux, c'est environ 25% quand même. Bon, donc, si vous voulez, il faut remettre les choses d'équerre. Et avec les Royaume-Uni, c'est 2,5%, donc c'est la moitié. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, en fait. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Par ailleurs, est-ce que, puisque vous voulez jouer au professeur à l'élève, ce qui, comme disait Marine Le Pen, n'est pas trop mon truc, personnellement, l'implication sur le déficit de l'Allemagne par rapport à la France, ça a été quoi?
Monsieur Tanguy, j'ai indiqué moi-même, et c'est moi-même qui ai indiqué ces chiffres et qui ai montré que les variations étaient différentes entre les pays. Et quand j'ai abordé l'Allemagne, j'ai indiqué que l'Institut des politiques publiques estimait à 4% la variation, mais qu'ils étaient encore en train d'actualiser la variation par rapport à leurs prévisions. Et que donc probablement, pour citer ce que j'ai dit tout à l'heure, ça se rapprocherait de nos 5%. Mais en tout cas, c'est important de souligner que le phénomène que nous avons constaté en France a été constaté dans des ampleurs différentes, comme j'ai dit tout à l'heure, chez nos voisins. Ensuite, évidemment que l'implication budgétaire est différente en France, en Allemagne, et que la situation budgétaire de l'Allemagne est différente de celle de la France. Ça, vous ne me ferez pas dire autre chose. Maintenant, je note, Monsieur Tanguy, que vous avez vous-même reproché une augmentation des dépenses sociales de 60 milliards d'euros, que je vous ai demandé à 3 reprises qu'est-ce qui avait trop augmenté dans ces dépenses sociales, que vous n'avez pas été capable de répondre, que vous dites qu'il n'aurait pas fallu dépenser ces 60 milliards de plus. Si on l'impute sur les retraites, c'est 3 500 € en moins pour nos retraités. Voilà. C'était quoi les dépenses qui ont trop dérapé selon vous? Je veux bien le savoir. Sur l'État, vous pouvez dire des choses. Sur l'État, on a moins dépensé en 24 qu'en 23. Non, j'ai terminé, mais je constate effectivement que quand M. Attal ne sait pas quoi répondre, il renvoie la question aux autres et il change de débat. Et voilà. Merci beaucoup pour cet échange. Christine Arrigui. Non, mais à quoi j'ai pas répondu, Madame la députée? Non, mais sincèrement, si j'ai raté une de vos questions, à quoi j'ai pas répondu dans votre question? Non, mais à quelle question? Premier ministre, vous êtes Premier ministre, vous pouvez quand même demander des explications. Pourquoi vous mettez 72 milliards alors que l'année précédente, on avait fait 57? Enfin, il n'y a pas une explosion des bénéfices des entreprises. Ça ne vous a pas inquiété? Monsieur de Courson, je suis responsable des décisions qui sont prises quand j'ai autorité sur ces décisions. En l'occurrence, quand le projet de loi de finances est présenté, sont responsables le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le Premier ministre. Je n'étais dans aucune de ces 3 positions quand le projet de loi de finances pour 2024 a été présenté. Et je vais vous dire, j'apprécierais peu que des premiers ministres qui m'ont précédé ou qui m'ont succédé, eux-mêmes, fassent des commentaires ou donnent des explications sur des choix qui ont été retenus quand j'étais Premier ministre, parce que je pense que chacun est responsable de ses choix et de ses décisions. Moi, j'ai eu l'occasion de dire, et je vous donne un exemple sur la question des recettes et sur l'élasticité, que quand je suis arrivé à Matignon et qu'il a été établi notamment par la première alerte que j'ai reçue détaillée au mois de février, qu'il y avait une distorsion entre la prévision de recettes et les recettes effectivement perçues, et qu'il y avait probablement une élasticité qui avait été arbitrée trop élevée dans le PLF 2024, la décision que j'ai prise, c'est de réduire la prévision d'élasticité et de la passer de 1,1 à 0,8. C'est une décision que j'ai prise et qui avait été à l'époque saluée. Ah, je suis solidaire, ça c'est sûr. Excuse-moi. Deuxième question, sur la TVA. Quand on est ministre ou Premier ministre, on est responsable de son administration. Ce n'est pas son administration, vous êtes responsable. Ce n'est pas parce que votre administration dit que ça sera 100 que vous êtes obligé de mettre 100. Voilà. Troisième question, sur l'IR. Dans le PLF 2024, l'estimation de son produit était de 93,4 milliards contre 88,6 d'ailleurs en exécution 2023. Et l'exécution serait autour de 88 milliards en 2025. Donc là encore, vous ne vous êtes pas inquiété d'une surestimation de la croissance implicite des revenus? Alors je ne sais pas si c'est une volonté de répétition pour que je répète la même chose, mais vous m'interrogez toujours sur le même PLF 2024, dont je rappelle qu'il a été présenté à un moment où j'étais ministre de l'Éducation nationale. Vous pouvez me demander pourquoi est-ce que telle hypothèse ou telle prévision a été retenue dans le PLF 2024. Ce serait, entre guillemets, inquiétant que je vous réponde et que je vous fasse des leçons sur ce sujet-là, ou que je fasse des leçons sur ce sujet-là, puisque je n'étais pas dans ces fonctions. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un écart entre les prévisions de recettes et les recettes réalisées? La réponse est oui. C'est d'ailleurs ce qui explique, et je le dis, c'est pour moi un des mérites quand même de cette audition. Parce que tout le monde a reconnu que les dépenses de l'État ont baissé en 2024 par rapport à 2023. Il n'y a pas eu de dérapage dans les dépenses de l'État en 2024 par rapport à 2023. Les dépenses de l'État, elles ont baissé. C'est les recettes qui ont été moins importantes que prévues. Pourquoi est-ce que ces recettes ont été moins importantes que prévues? L'inspection générale des finances,
L'Institut des politiques publiques ont remis des rapports, je pense qu'on peut leur faire confiance, qui ont apporté des réponses sur ce sujet. J'ai deux questions subsidiaires. La première, est-ce que vous trouvez normal que le ministre de l'économie communique directement avec le président de la République en envoyant, quand il a le temps, copie au Premier ministre? D'abord, je pense que c'est pas un sujet que pour le ministre de l'économie. Ça peut arriver à différents ministres. Bon, je pense que l'important, c'est que la communication soit faite conjointement au président et au Premier ministre. Voilà. Maintenant, c'est vrai que oui, c'est parfois des choix qui peuvent interroger. J'ai pas énormément d'exemples. Par définition, s'il y a des notes qui ont été faites qu'au président et pas au Premier ministre, j'en ai pas connaissance puisque je n'en étais pas destinataire. C'est vrai que j'ai vu quelques fois des exemples de notes avec écrit « Note au président de la République, copie au Premier ministre », ce qui me semble effectivement pas tout à fait respecter nos institutions et le fait que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Mais je vais vous dire, c'est parfois des attitudes que vous retrouvez pas uniquement dans la manière dont des notes sont formulées, mais aussi dans parfois certaines déclarations. Et on s'y habitue. Vous aviez copie, vous n'êtes jamais intervenu en rappelant aux ministres concernés que le Premier ministre, c'est vous, et que c'est vous qui êtes responsable de l'ensemble du gouvernement. Je ne peux pas répondre. Ouais. Si, parce que par ailleurs, la différence entre le président et le Premier ministre, c'est que quand vous êtes Premier ministre, vos principaux ministres, en tout cas moi c'est comme ça que ça fonctionnait quand j'étais à Matignon, vous les voyez quasiment toutes les semaines en tête à tête. Les principaux ministres, je les voyais quasiment toutes les semaines, toutes les 2 semaines au maximum, pour faire un point sur l'ensemble des dossiers. Et donc en fait les informations, je les avais à l'occasion de ces échanges très réguliers directement. Donc qu'ensuite le ministre se dise il y a des informations que je portais à la connaissance du président de la République avec qui j'ai moins de réunions comme ça en direct, et je mets le Premier ministre en copie de la note. Voilà, c'est peut-être pas totalement conforme aux usages des institutions, mais voilà, tant que le travail se fait directement entre le ministre et le Premier ministre, ça ne me choque pas. Dernière. Oui, dernière question. C'est quand même étonnant vos réponses concernant 2024, parce que ça avait commencé dès 2023, les écarts. Alors on n'était pas à 41 milliards d'écart entre les prévisions et les réalisations, comme on l'a constaté en 2024. Mais il y avait déjà des écarts très importants et un dérapage. Et donc, qu'un Premier ministre réinterroge son ministre de l'économie et son ministre du budget en disant « Écoute, je ne comprends pas, hein, ça a complètement déjà dérapé en 2023, mais vos hypothèses ne sont pas crédibles. Hein, 2 années de suite, ça fait beaucoup. » Et avec un écart qui s'accroît. Donc, dire tout ça, c'est la faute... Monsieur le maire nous a expliqué que ce n'est pas lui, hein, c'était les services. Hein. Le ministre du budget nous a dit c'est pas nous, c'est les services. Vous êtes ministre, vous êtes Premier ministre, c'est quand même vous qui êtes responsable. Mais c'est précisément ce que je viens de vous dire. C'est exactement ce que j'ai fait, monsieur le député, au moment où j'ai été nommé Premier ministre et où j'ai eu à avoir la charge de ces responsabilités. Je suis nommé Premier ministre, je reçois une alerte sur la baisse des recettes en 2023 et fin 2023, évidemment que la première chose que je fais, c'est échanger avec mes ministres concernés sur le sujet et chercher à interroger les raisons. Je vous rappelle qu'on a d'ailleurs lancé une mission de l'IGF, celle à laquelle je fais référence depuis tout à l'heure, précisément pour identifier les causes de cet écart. Ensuite, je crois avoir dit tout à l'heure que moi, je cherche jamais à défausser sur qui que ce soit et certainement pas sur l'administration. Ce que j'ai cherché à dire depuis tout à l'heure, c'est que à chaque fois que j'ai eu des alertes sur des moindres recettes, j'en ai tiré les conséquences en cherchant à avoir de moindres dépenses. Voilà, pour lutter le plus possible contre le déficit et réduire au maximum le déficit. Je passe la parole à Jérôme Verny. Juste avant, monsieur le Premier ministre, ça fait 2 fois que vous me dites que vous nous renvoyez à l'IGF sur la question de l'explication pourquoi moins de recettes. Bon, sauf respect avec l'IGF, même si d'ailleurs... je note que je suis assez d'accord avec ce que disait Pierre Moscovici sur l'influence de l'hubris des politiques sur les administrations qui travaillent quelque part pour eux, mais c'est à la commission d'enquête justement qui revient d'essayer de clarifier les choses. Voilà, donc on a le droit de ne pas s'arrêter au rapport de l'IGF. Jérôme Verny. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, je vous avoue que je
J'ai l'impression de perdre mon temps dans cette audition parce qu'en fait, on n'avance pas. Au rythme des auditions, chacune des personnes auditionnées nous explique qu'elle n'y est pour rien, que tout va bien, que tout est formidable. Monsieur Attal, je vais du coup essayer de vous poser des questions très simples. Si vous pouvez répondre simplement, ça serait formidable. Entre avril 2022 et septembre 2024, quelle a été l'évolution de la dette publique en France ? Non, mais on peut jouer au quiz, monsieur le député. Je veux dire, même les grands spécialistes des finances publiques qui sont derniers mois, qui sont membres de l'administration, ils connaissent pas tous les chiffres par cœur. Moi aussi, je peux préparer avant une audition ou je peux venir devant votre bureau en ayant préparé un quiz et en vous demandant des chiffres précis. Vous le connaissez parce que vous avez préparé votre question. J'ai derrière moi, l'ancien directeur général du Trésor et l'ancien conseiller chargé des finances publiques, chef de pôle à Matignon. Tous les chiffres d'un mois sur l'autre, vous ne les connaissez pas par cœur. Voilà, donc je peux vous apporter une réponse. Donc 112%, c'est stable entre début 2023 et mi-2024. Pardon, mais ça, c'est un pourcentage. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me donner l'évolution en valeur de la dette publique entre avril 2022 et septembre 2024 ? Donnez le chiffre, Jérôme Verny, comme ça vous poserez la question après sur le chiffre. Parce que non, mais c'est pas une question rhétorique, en fait. C'est quand même la moindre des choses que la personne qui a géré le budget puis a été Premier ministre connaisse de combien la France s'est appauvrie pendant cette période. Et en l'occurrence, c'est 326 milliards. Et ça a l'air de vous faire sourire, mais moi, ça me fait pas du tout sourire. Pas du tout. Deuxième question, est-ce que vous pouvez nous dire si, sur les 7 ans de socialisme macroniste, il y a eu une autre période où on a généré autant de dettes, monsieur le Premier ministre ? D'abord, monsieur le député, je pense qu'on a tous montré, il peut y avoir des moments de débat qui chauffent un peu dans cette commission, ça arrive, qu'on a tous montré, je pense, une forme de respect dans les interventions des uns et des autres. Je le dis sincèrement, on a tous cherché à se respecter, et vous pouvez... encore une fois, vous amusez à dire, je vais lui demander entre le mois de mai 2023 et de décembre 2024 de combien en valeur la dette a augmenté. Ça peut vous faire plaisir de faire ça. Ça peut vous faire plaisir de m'entendre vous dire que j'ai pas le chiffre de tête, de montrer que les membres de l'administration qui sont les spécialistes de ces questions n'ont pas le chiffre de tête, de faire derrière un esclandre pour expliquer que c'est un scandale. Si c'est comme ça que vous voulez, non mais si c'est à ça que vous voulez consacrer, à la différence de tous vos collègues, les 2 minutes pendant lesquelles vous pouvez m'interroger, c'est votre choix. Mais moi, je vais pas m'énerver, en tout cas faire mine de m'énerver comme vous. Ensuite, oui, il y a eu des périodes où notre dette a augmenté de manière encore plus importante, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, je crois, sous 5 ans, il y a eu 24 points de PIB de dette en plus. Voilà. C'était une question, c'était pas une question rhétorique, et c'est ce que vous semblez vouloir croire. En fait, vous n'avez répondu à aucune question. Donc en fait, vous expliquez qu'il y a eu un beau respect dans cette audition. C'est pas vrai. Vous avez systématiquement contourné les questions. Monsieur de Courson, vous avez refusé de lui répondre. Et en plus, vous avez fait une réponse qui est erronée, monsieur Attal. Vous avez fait une réponse qui est erronée, si, sur l'évolution de l'IS, votre réponse est parfaitement erronée, parce que de dire qu'il y a eu moins de recettes que prévu, en fait, les recettes qui avaient été prévues sur l'IS en 2023 étaient complètement farfelues. Une hausse de 30% de l'IS, ça voulait dire une hausse de la richesse produite en France de 30%. C'est quelque chose qui n'existe pas. Oui, est-ce que vous pouvez écouter au moins quand je vous parle, parce que vous parlez de respect, c'est pas très respectueux de pas écouter. Bravo, mais ça se voit dans votre bilan d'ailleurs, 326 milliards de dettes, vraiment, vous avez bien fait 2 choses en même temps. Bravo, félicitations. Posez votre question sur... non, mais j'ai pas de question parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse. Si, il y avait une question. Donc, comme il n'y a pas de réponse, je peux poser toutes les questions que je veux, comme toutes les personnes. Jean-Philippe Tanguy a posé plein de questions, il n'y a pas eu une réponse. Les écolos ont posé des questions, il n'y a pas eu de réponse. Personne n'a eu de réponse, mais ça vous fait sourire et vous êtes très content de votre bilan. Bravo, monsieur Attal, 326 milliards de dettes. Félicitations. Bien. Bon, bien. Donc, vous assumez, mais ça, je n'attendais pas moins de vous, la politique menée, c'est-à-dire d'œuvre de compétitivité et de baisse des dépenses, et qui, en même temps, a produit une baisse des recettes de manière volontariste, parce qu'il y a les baisses de recettes constatées en 2024 parce qu'elles rentraient moins, mais il y a eu aussi l'organisation de baisses de recettes avec des baisses massives d'impôts à hauteur de 62 milliards en 2023, dont 10% au profit des plus riches. Donc je crois qu'il faut arrêter, en tout cas moi c'est mon point de vue et c'est le point de vue de mon groupe, il faut arrêter d'accabler nos entreprises d'impôts supplémentaires parce qu'à la fin, c'est moins d'investissement et c'est moins d'embauches pour les Français.
D'accord, mais ma question, c'était pas ça. C'était pas de vous demander. Je ne vous ai pas demandé si vous défendiez votre politique économique, ça je m'en doute. Et de même, quand je vous explique que sur les 60 milliards, une très grande majorité, c'est les 10% les plus riches, ça c'est documenté. Mais ce n'était pas ma question. Ma question était autre. 2023-2024, la question des prévisions de déficit, des déficits non prévus et qui s'amplifient sont dus, et ça c'est documenté, vous l'avez dit vous-même, à une moindre entrée de recettes en IS, en IR, en TVA. Bien les trois, d'accord ? Notamment impôt sur les sociétés. Or, vous avez répété à nouveau que ces impôts, finalement, la masse de ces impôts avait augmenté, alors même qu'on avait baissé le seuil, ce qui est vrai, mais ce qui est vrai, je le répète, dans les 2 ans post-Covid. Ce n'est plus vrai en 2023-2024. Donc je vous repose la question, non pas sur la justification politique, c'est simplement de savoir si, en fonction de ce que ça avait produit dans des années exceptionnelles, est-ce que, du coup, cela ne vous a pas conduit à mal anticiper, j'allais dire, la baisse de rendement de ces impôts à partir du moment où on revenait dans une année normale ? Si vous me dites non, je veux bien l'entendre. Mais je vais vous répondre de manière très claire. Oui. D'abord, le taux d'impôt sur les sociétés n'a pas baissé sur ces années. Sur les années où vous évoquez qu'on a moins gagné. Ah, si. Non, la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, Monsieur le Président, elle est entre 2017 et 2022. Vous évoquez les années 2023-2024. Est-ce que le taux d'impôt sur les sociétés a baissé en 23 et en 24 ? Non, pas en 23, elle a baissé juste avant le Covid. Donc Oui. les années post-Covid sont sur cette baisse d'impôt. D'accord, mais donc bah oui, on mais n'a c'est pas. ce que je Non, vous mais dis. je veux dire, Non, mais la baisse des recettes sur l'impôt sur les sociétés en 2023 et 2024 n'est pas liée à une baisse du taux d'impôt sur les sociétés en 2023 et c'est 2024. pas ce que je vous dis. Non, mais Attendez, je le dis. je reprécise ma pour question préciser. parce que je crois avoir Je mal le été dis. compris. Vous faites une baisse notamment de l'IS. Cette baisse de l'IS, elle devient opérante, puisque le Covid démarre en 2019, elle devient opérante, notamment pleinement, à partir des années post-Covid, puisque l'économie a quasiment été arrêtée pendant 1 an, voire un peu plus. Elle redevient opérante dans les années post-Covid, et là, vous avez une rentabilité de l'IS effectivement exceptionnelle, qui était même d'ailleurs non prévue à ce moment-là par Bercy, ou en tout cas sous-estimée, mais qui sont le fait que vous avez une activité qui remonte. Donc ma question, je la repose, c'est est-ce que ça ne vous a pas conduit finalement à être trop optimiste dès lors qu'on allait revenir dans une année normale et que les seuils d'impôt ayant baissé, eh bien naturellement dans une année normale, la rentabilité de l'impôt baisse? Non. La réponse est non de manière très claire. Vous avez, je crois, été destinataire du rapport de l'Inspection générale des finances. Vous avez probablement pris connaissance de l'étude réalisée très récemment par l'Institut des politiques publiques sur les raisons. Donc vous reconnaissez que la prise de parole de Bruno Le Maire, et j'entends que vous le justifiez, mais vous reconnaissez que la prise de parole de Bruno Le Maire n'est pas transparente, y compris parce qu'il maintient publiquement un objectif de déficit dont la mesure qu'il annonce à ce moment-là n'est pas suffisante pour le combler, puisqu'il annonce une mesure de 10 milliards de coupes d'euros, ce qui ne permet pas de maintenir 4,4, puisqu'entre 5,7 et 4,4, il y a environ 36 milliards de différence et non 10. Non, comme je viens de vous dire, Bruno Le Maire, il redit l'objectif du PLF 2024 en matière de déficit, mais à ce stade, à ce moment où Bruno Le Maire a pris la parole, nous n'avions pas de prévision actualisée de la cible de déficit pour 2024, précisément parce que les administrations étaient en train de refaire les comptes et que c'est dans le PSTAB, quelques semaines plus tard, que la prévision a été actualisée. Donc, le chiffre que donne Bruno Le Maire, c'est le dernier chiffre qui a été arrêté avec les services de Bercy sur le déficit. Ce que vous appelez quelques semaines plus tard, Monsieur Attal, c'est 2 mois. Parce qu'on parle d'une interview du 18 février, la chiffre actualisée à 5,1, il date du 17 avril, si je ne me trompe pas. Donc, pendant 2 mois, vous continuez à affirmer à l'ensemble des Français via les interventions télévisées que le déficit ne change pas, que vous êtes conscient à ce moment-là d'avoir annoncé une mesure qui ne suffisait pas pour maintenir ce déficit. Et est-ce que vous pouvez me confirmer et m'expliquer peut-être pourquoi, dans la même période, ni la Cour des comptes ni la représentation nationale n'a officiellement connaissance de la note du 16 février? Alors, pour vous répondre, dans l'intervalle avant la présentation du PSTAB, j'ai eu l'occasion d'annoncer donc le décret d'annulation, le doublement des franchises médicales en mars, le lancement de la mission sur les nouvelles recettes et de la réforme de l'assurance chômage. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a eu une forme d'inertie sur les questions budgétaires à ce moment-là. Ensuite, je vous redis une nouvelle fois,
et ça ne me semble pas être un scoop ou une information, tous les ans, le PSTAB, il est présenté au mois d'avril. Ça n'a pas été là, mis au mois d'avril, par choix. C'est tous les ans au mois d'avril. Et pourquoi, encore une fois, est-ce que vous ne pouvez pas annoncer de manière officielle une nouvelle cible de déficit ou une nouvelle prévision de déficit sur l'année en cours à ce stade, à la fin du mois de février? Parce qu'il vous manque deux choses. Il vous manque, un, l'exécution définitive du budget 2023 qui intervient par l'INSEE à la fin du mois de mars, et deux, le nouveau cadrage macroéconomique via la Direction générale du Trésor qui est intervenu dans ces semaines-là. Donc voilà, je vous redis la manière dont les choses se sont déroulées, en transparence.